que j'aurais le plus aimé savoir, c'est qu'il est impératif, voire vital, de maîtriser au mieux sa bouche et ses pensées, tout en gardant les oreilles et les yeux ouverts. Ce que je veux dire par là, c'est que il faut le plus possible maîtriser ce que l'on sort de soi, tout en prenant le plus possible d'informations et en les analysant le plus possible, en fait. Mais à partir du moment où on est au stade zéro de l'analyse, on dit ça c'est bien, ça c'est mal, ça je ne ferai jamais ou ça je ne ferai plus jamais. L'univers vous écoute et vous dit ok, ben, challenge accepted. C'est-à-dire que sur votre cheminement derrière, vous vous ajoutez une étape supplémentaire parce que vous venez de montrer qu'il y a telle leçon que vous n'avez pas encore apprise et vous la rajoutez, vous allez le rajouter dans votre cursus au fait. Donc, ce sont des choses qui me sont arrivées. Et aujourd'hui, je ne dis par exemple plus telle chose je ne ferai jamais. Je dis voilà, que l'univers ou que Dieu éloigne ceci de mon chemin. Parce que la vie a cette fâcheuse manie de vous montrer que vous n'êtes qu'un homme ou vous n'êtes qu'un humain. Et que l'homme est faible, que l'humain est faible et voilà, qu'il n'y a que Dieu qui est fort en fait. Salut, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu passes une très bonne journée. Je vais te permettre de passer encore une meilleure journée ou une meilleure soirée en ma compagnie dans cet épisode 26 de l'émission Ce que j'aurais aimé savoir. Alors moi c'est Eden Betoglo, je suis le créateur, l'animateur, le producteur et le réalisateur de cette émission podcast et ça fait plaisir que je vais te faire voyager en fait en France avec Eric Kodjo Igneza Evenia qui est ingénieur senior en Big Data à Nantes et qui va nous partager un certain nombre de choses très utiles. Si c'est ta première fois dans cet épisode ou dans cette émission podcast, tu as la possibilité de t'abonner sur différentes plateformes. Donc, il y a YouTube, donc tu sonnes la cloche, facile à faire, tu t'abonnes, tu peux même t'abonner à la liste de ce que j'aurais aimé savoir sur YouTube, très facile à faire également. Ça te permet de recevoir la notification à chaque fois que l'épisode est publié sur YouTube. Tu peux faire la même chose avec Anchor, qui est justement une application sur laquelle est hébergé ce podcast. Donc, tu peux télécharger l'application. Même chose pour Google Podcast. Google Podcast, c'est encore plus facile. C'est simple, c'est pas compliqué. Donc, fais-toi plaisir. Tu pourras l'écouter en faisant du jogging. Même chose pour Spotify. Donc, j'aimerais juste te préciser que tu as l'embarras du choix. Mais tu peux aussi décider de ne pas t'abonner à tout ça et de recevoir l'épisode par mail ou via WhatsApp. Donc, c'est avec plaisir que je te dis qu'en fait, qu'il y a un lien dans la description de cet épisode qui te permet en fait de renseigner tes informations pour recevoir le tout. Je remercie tous ceux qui se sont abonnés. Et j'ai quand même plus de 200 ou 300 personnes qui sont abonnées à ce podcast et ça me fait vraiment, vraiment plaisir d'avoir autant d'écoute à chaque épisode. Alors, avec Eric, on a parlé de plusieurs choses, mais surtout de la maîtrise des pensées et des paroles. Donc, aujourd'hui, on va élever un peu le niveau dans l'échange. On a aussi parlé de l'importance de l'introspection. Donc, tout ça est un peu lié à ce que Eric aurait aimé savoir, etc. Il a un peu détaillé tout ça avec une maîtrise extraordinaire. On a aussi parlé de l'importance de se réaliser et d'attirer vers soi des personnes qui sont pareilles, qui répondent à ce qu'on recherche et tout. Donc, l'importance d'apprécier soi-même sa propre compagnie avant de pouvoir inclure une autre personne. Donc, on en a profité pour faire le parallèle avec ce que vivent les mères célibataires ou les pères célibataires. Donc, Eric a partagé avec nous le fait que voilà, qu'il soit père aujourd'hui et qu'il n'est plus avec la mère de son enfant, mais c'est quelque chose qui était important pour lui d'aborder. Donc, je pense que ça pourrait t'aider si tu es dans cette situation. On a fait le lien aussi avec la dépendance affective du coup, ce qui est très important. On a parlé également et enfin de l'avenir de la musique togolaise. On a parlé un peu du showbiz, mais pas en détail, mais surtout de la musique parce que Eric est quand même dans la musique. Tu vois l'extrait que tu as écouté tantôt avec la musique qui était en fond. Cette musique, en fait, est une production d'Eric
Et donc, c'est Eric qui l'a mis en fait à ma disposition. Donc, il est en quelque sorte le sponsor de ce podcast. Donc, j'espère que tu vas aimer tout ce qu'il aura à partager en fait concernant la musique togolaise et comment est-ce que justement on pourrait améliorer les choses. Alors, je vais te laisser tranquillement savourer cet épisode et je te donne rendez-vous dans la conclusion. Je vais revenir tranquillement sur chaque aspect qui a été abordé. Et surtout, on a fait un petit coucou en fait à la taxe noire, donc à la black tax, qui consiste en fait pour les Africains à supporter financièrement leur famille, leurs frères, leurs sœurs et tout. Donc l'aîné de la famille ou plutôt l'enfant qui a pu s'en sortir, qui devient le parapluie de toute la famille. Donc c'est un petit débat qu'on a eu aussi dans cet épisode. Donc je me ferai le plaisir de revenir un peu là-dessus. Mais si tu veux avoir plus d'informations sur la Black Tax, j'ai réalisé justement un épisode, c'est l'épisode 6 avec Raphaël Djamessi. On en a parlé vraiment en long et en large. Donc après cet épisode, si tu veux, tu peux retourner à l'épisode 6 pour te faire plaisir à ce niveau. On se dit à tantôt, c'est Eden Betoglo. Salut tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Et bien, Nantes, oui, j'ai parlé Milan, en effet, parce que je suis avec un Togolais, un grand ami à moi, justement. Je ne vais pas entrer dans les détails parce qu'on se connaît depuis un certain nombre d'années, mais je vais juste le laisser se présenter. Puis, voilà, il y en a des signes dans nos villes, quoi. Ceux qui ne comprennent pas, vous inquiétez pas, je vais expliquer tout ça après. Voilà. Alors, Eric, comment tu vas? Je vais bien. Comme tu as commencé en Mina, peut-être qu'on va se saluer en Mina. Fofo Mdogbe. Au fond, Yo. Donicho. Georgina va fournir. Les amis, donc je veux juste saluer Eric qui m'a demandé comment j'allais, comment mes parents allaient. Donc c'est une salutation classique. Et puis on va le laisser maintenant se présenter, mais en français. Ok, ça marche. Alors, mon nom à l'état civil, c'est Evenia Kodjo Inyeza. Donc, pour la petite info, Inyeza, c'est un nom en Akposso. En fait, c'est un prénom usuel Akposso, qui est la localité ou l'ethnie dont vient mon père, en fait. Et ça veut dire la vie. Donc, à l'état civil, c'est Evenia Kodjo Inyeza. Mon prénom usuel, c'est Eric. C'est mon nom de baptême. C'est le prénom que mes parents ont voulu me donner pour tous les Togolais qui sont nés dans la période des années 90. Ils savent tous que les prénoms usuels français n'étaient pas trop tolérés. Donc, voilà. Donc, mais mon prénom usuel, c'est Eric. Donc, tout en complet, ça fait Evenia Kodjo Inyeza Eric. Alors, dans la vie, je suis actuellement senior ingénieur Big Data. Et à côté de ça, je fais de la musique. En tout cas, il y a eu un moment où je faisais de la musique à plein temps. Et voilà. Donc, disons que c'est ma seconde activité. Et certains me connaissent dans une autre vie sous le nom soit de DJ Eric ou de The Eric. Voilà. Je pense que ça peut résumer un peu ma présentation. D'accord, ok. Donc, finalement, si je comprends bien, je suppose, je pars du principe que tu as fait des études en Big Data ou en informatique. Alors, j'ai eu mon bac en 2007 au lycée de Tocoin. D'ailleurs, shout out à toute la promotion bac 2007 du lycée de Tocoin à cette période-là. Yes. Et ensuite, j'ai fait le CIC sur le campus de Lomé. Donc, j'ai fait le CIC pendant 2 ans. J'ai fini en 2009. Ensuite, je suis allé faire Juste une question, c'est quoi le CIC? Oui. Le CIC, c'est le Centre informatique de calcul. Donc, c'est une école d'informatique sur le campus de Lomé. D'accord. C'est pour ceux qui ne connaissent pas du tout. Oui. Ensuite, je suis allé faire ma licence en informatique, donc ma 3e année à l'Institut africain d'informatique, toujours à Lomé. Et j'ai eu ma licence en 2010. Ensuite, entre 2010 et 2013, j'ai enchaîné des projets en freelance, donc dans des entreprises. J'ai fait des stages. J'ai donné des formations aussi. Et en parallèle, je me suis adonné à ma passion qui est la musique. Donc, je me suis mis à fond dans la musique et je voulais un peu tester mes limites en termes d'indépendance, au fait. Donc, je faisais les deux en parallèle et voilà. Donc, c'est à partir de 2013 maintenant que
je suis arrivé en France, donc à Belfort, pour faire mon cycle ingénieur informatique. Donc, j'ai fait 2 ans et demi de plus et en 2015, j'ai été diplômé de l'Université de technologie de Belfort-Montbéliard. Ensuite, je suis venu travailler à Rennes. Donc, j'ai quitté Belfort pour aller à Rennes. J'ai travaillé pendant 5 ans à Rennes. Ensuite, l'année dernière, j'ai voulu changer un peu parce que voilà, ça faisait 5 ans que j'étais à Rennes. Je suis de nature très mobile. J'aime toujours tester de nouvelles choses. Donc, je pense que j'avais un peu fait le tour de ce qu'il y avait à voir à Rennes, surtout dans l'écosystème Big Data où je connaissais à peu près tout ce qui était tout ce qui était dans le domaine, en fait, dans le Big Data à Rennes. J'avais fait la plupart des entreprises qui faisaient vraiment qui étaient dans les technologies de pointe en Big Data à Rennes et j'ai décidé de changer pour arriver à Nantes, en fait. Donc, je suis à Nantes depuis début 2020. J'ai déménagé au début du confinement, en fait. Donc, c'est le premier week-end du confinement en France que j'ai fait mon déménagement et je suis arrivé ici à Nantes. Et voilà, ça fait un peu plus d'1 an que je suis ici. D'accord. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour les détails de ta présentation. Et moi, j'ai envie de savoir, en fait, si tu fais toujours de la musique. Alors, quand je faisais encore mes études ici, je faisais toujours de la musique. J'ai d'ailleurs travaillé sur l'album alors pour ceux qui le connaissent, Koba Building, le rappeur gabonais. J'ai travaillé sur son dernier album pendant que je faisais encore mes études et à une période où j'avais déjà terminé mes études et j'avais commencé à travailler. Et chez moi, dans mon appartement, j'ai toujours une pièce qui fait studio d'enregistrement avec l'isolation phonique, avec le matériel nécessaire. Donc, je fais toujours de la musique, mais je ne suis plus dans le showbiz. Donc, j'essaie de faire la part des choses entre les deux. Je fais toujours de la musique en tant que passion, alors, c'est aussi une part de religion aussi parce que pour moi, la musique est hautement spirituelle. Donc, cette spiritualité et cette passion de la musique, je la pratique toujours. Je compose toujours, j'ai des inspirations que je travaille et tout ça. Mais par contre, je ne suis plus dans le show business. Donc, c'est un milieu duquel je me suis écarté, que je regarde un peu de loin en prenant le recul nécessaire. D'accord. Là, on parle du showbiz togolais, si je comprends. Non, que ce soit du showbiz togolais ou du showbiz en général. Hein. Aujourd'hui, je ne me projette plus, même en France, d'aller prospecter des artistes, de proposer des productions musicales ou de me mettre dans le milieu ici. Non. Ça a été une bonne expérience, mais je pense aujourd'hui que c'est un milieu qui n'est pas fait pour moi. Mais par contre, il est possible qu'à un moment, je me dise qu'il faut que j'apporte une pierre au développement de la musique dans mon pays. Donc, pas du show business, mais de la musique, en essayant de poser des bonnes bases pour que les artistes qui viendront demain puissent trouver des bases un peu plus solides que celles que nous, on a trouvées quand on a commencé la musique, au fait. Mais voilà, c'est quelque chose que je pourrais envisager, mais tout en gardant le recul nécessaire avec tout le monde du showbiz. Alors, si j'étais sollicité, je pourrais donner entre griffes mon avis, je pourrais faire des propositions et pourquoi pas aider, mais encore une fois, en gardant le recul nécessaire. Parce que voilà, ça a été une décision de ne plus rentrer dans ce milieu-là. Parce que, en tout cas, personnellement, c'est un milieu qui ne correspond pas à ma personnalité, à moi. Et s'il fallait apporter des idées, ce serait dans le sens à permettre aux artistes de pouvoir pratiquer leur art sans avoir besoin de le travestir, en fait. Parce qu'aujourd'hui, il est quasiment impossible de faire son art, d'y progresser et d'en vivre un tant soit peu sans le travestir un minimum. C'est quasiment impossible. Les rares qui arrivent à le faire, c'est au bout de plusieurs sacrifices, c'est le fruit de plusieurs sacrifices c'est au bout de plusieurs sacrifices qu'ils arrivent à avoir ne serait-ce qu'un peu de succès. Et quand on fouille leurs histoires, on se rend compte que les sacrifices ont été énormes, en fait. Et ce sont des choses dont on ne parle pas souvent dans les médias. Il faut aller fouiller, par exemple, les biographies de tel ou aller discuter avec telle ou telle personne du showbiz pour se rendre compte que c'est plus compliqué que ce qu'on voit sur les réseaux sociaux ou
dans les médias. Donc, le premier axe, ce serait ça. Comment faire en sorte que les gens puissent pratiquer leur art et en vivre un minimum sans avoir besoin de le travestir. Et pour ça, il faudrait poser des bases. Et j'avais déjà eu une discussion dans un direct avec un vieil ami, Alex Talbousma, par rapport à ça. On avait fait un direct sur Instagram par rapport à ça. Et pour le faire dans le monde de la musique togolaise, parce que c'est celui-là que je connais le plus. Pour moi, ce n'est pas l'affaire d'une ou de deux générations. Ce serait à partir peut-être de la troisième génération que ça pourra se faire. Parce qu'il y a plein de bases qui ont été faussées et ça prendra beaucoup de temps à le faire en fait. Et il faudra que les gens comprennent à un moment que leur génération ne sera pas celle qui va vraiment pouvoir vivre de leur musique, au fait. Et que leur vocation à eux, c'est de travailler à faire évoluer les bases de ce milieu-là pour pouvoir construire sur la durée et faire vivre la musique de ceux qui viendront 2 générations après eux. C'est quelque chose qui est facile à dire, mais qui est très difficile à concevoir. Parce que, se dire, moi, je vais travailler aujourd'hui, je vais planter des graines, mais je ne pourrai pas en manger le fruit. Et c'est après 2 générations que ces arbres-là vont sortir de terre. C'est un peu compliqué. Parfois, on croit que qu'on n'aura servi à rien parce qu'on n'aura pas vu le fruit de ce qu'on a planté en terre. Mais pour illustrer ça, par exemple, le fait de planter un cocotier, par exemple, ça prend du temps en fait. Donc, pour qu'un cocotier sorte de terre et tout ça, ça prend du temps, ça prend beaucoup de temps. Et quand on voit tous les cocotiers qu'il y a sur certaines plages et tout, on se dit qu'il y a des gens qui à un moment se sont dit, sur cette plage-là, il faut qu'il y ait des cocotiers. Donc, ils sont plantés ça dans l'optique que, voilà, je sais pas, que ce soit leurs enfants ou leurs petits-enfants, voilà, qui voient une plage pleine de cocotiers. Une autre analogie, c'est ceux qui font du whisky ou du vin de bonne qualité. Certains commencent à faire leur whisky et il faut que ce whisky-là mature pendant 20-25 ans. Si vous allez commencer à faire un whisky qui va maturer dans 20-25 ans et qui ne sera vendu que dans 20-25 ans, c'est vos enfants qui vont en bénéficier. Ce sont eux qui vont le vendre et qui vont bénéficier du fruit de cela. Mais ce n'est pas pour ça que ce que vous aurez fait n'aura pas donné de fruits. C'est pas parce que vous n'allez pas en bénéficier que ça n'aura pas porté de fruits. Donc, c'est dans cette optique-là qu'il faudra réfléchir, au fait, pour faire monter notre show business. Je ne vais pas dire notre show business, voilà. C'est pour faire monter notre musique, voilà, exactement. Ouais, voilà. J'essaie de prendre du recul par rapport au milieu, mais il y a de vieux réflexes qui me reviennent de temps en temps. Je vois ça très bien. Tu m'excuseras par rapport à ça. Pas de souci. Mais du coup, en fait, ça me pousse à te poser une question connexe rapidement, oui, avant qu'on aille vers le vrai sujet du podcast. C'est qu'on voit beaucoup d'artistes aujourd'hui de la musique qui sont obligés de quitter le pays, qui sont obligés de quitter le Togo pour s'en sortir, tu vois. Oui. Et parfois, on le voit aussi dans d'autres domaines, en fait, que ce soit ceux qui sont en informatique ou encore en droit, etc. Bon, bref. Oui. Qu'est-ce qui, selon toi, peut permettre aux artistes de pouvoir rester au Togo et de vivre de leur art? Ou encore, qu'est-ce qui peut permettre à quelqu'un qui est dans ton domaine, peut-être un petit frère qui te contacte, qui est en informatique, qui dit, tonton, j'arrive pas à trouver du boulot au Togo et tout, je vois qu'en France, ça se passe très bien. Je sais pas, quel est le regard que tu as sur ce genre de phénomène de fuite de cerveau en griffe, même si c'est assez particulier? Mais le problème, c'est que, l'écosystème local n'est pas propice à l'éclosion des talents, en fait. Il y a une chose que j'ai l'habitude de dire à des amis quand on discute, c'est que le fait que Bella Bello soit morte assez tôt, c'est peut-être un mal pour un bien. Parce qu'il est fort possible que si elle vivait encore jusqu'aujourd'hui, peut-être qu'elle vendrait ses CD dans la rue. On n'en sait rien, en fait. Parce qu'on a vu plein d'artistes qui sont très talentueux aussi, qui vendaient leurs CD dans la rue, que ce soit en France ici ou dans d'autres pays ou même au Togo. Par exemple, le défunt d'Egbevi à l'Oignon, il avait quand même du talent. Certes, il avait son style de musique à lui, ses thématiques à lui, mais on ne peut pas douter du talent qu'il avait.
Mais c'est quelqu'un qui, à un moment, vendait ses CD lui-même, et voilà, dans la rue, dans les administrations, etc. Donc, on a un écosystème qui n'est pas propice à l'éclosion des talents, et c'est quelque chose qu'il faut changer. Et il y a beaucoup de choses qu'on pourrait mettre en place pour changer cela. Mais encore, comme je l'avais dit, ça prendra plusieurs générations. Et beaucoup comptent sur l'État pour changer ces choses-là. Beaucoup comptent sur l'État. Il faut que l'État mette en place une politique culturelle, etc., etc. Mais moi, comment dire, à mon avis, il ne faudrait plus compter sur l'État par rapport à ça. Il ne faudrait plus compter sur l'État. Il faudrait que les initiatives viennent de personnes privées, qu'il y ait une grosse conjonction d'initiatives. Et après, si ça commence à marcher, l'État suivra forcément. Je ne connais aucun domaine qui, à un moment, commence à rapporter, commence à rassembler des gens, des initiatives, commence à générer de l'argent, et que l'État ne s'y intéresse pas. Donc, à un moment, il va falloir qu'on admette que notre État a d'autres priorités aujourd'hui que de développer sa culture. Et qu'il faudra que ce soit des initiatives privées. Alors, quand je dis des initiatives privées, il faut que ce soit majoritairement des gens qui sont férus de musique, qui sont fans de musique, ou qui sont fans d'art en général, et qui se disent, bon, on investit pas forcément pour rentabiliser tout de suite, mais pour mettre en place des graines de quelque chose qui va germer plus tard. Que ce soit des gens qui soient des passionnés, au fait, pas des gens qui forcément veulent être des businessmen, qui veulent investir et avoir de l'argent tout de suite, au fait. Il faut que ce soit des gens qui soient sur du long terme, qui soient sur du long terme et qui soient des passionnés de musique. Alors, moi, personnellement, ça fait partie de, comment dire, de mes projets un peu cachés, mais c'est vraiment si un jour j'arrive à mettre sur pied certains projets personnels, bon, je vais pas en parler dans les détails ici, mais si j'arrive à réaliser certaines choses, c'est des choses que j'envisage. Donc, à un moment, commencer à investir dans le milieu, commencer à investir sur des talents, mais pas forcément pour que ça rentabilise tout de suite. Commencer à investir sur des projets, par exemple, surtout dans le domaine des droits d'auteur. Commencer à faire des initiatives dans le domaine des droits d'auteur, des initiatives privées qui forceront un peu l'État à, comment dire, à les accompagner au fait. Et pour info, ça fait partie aussi des sujets qu'on avait discuté dans le direct que j'avais fait avec Alex. En exemple, c'est la SACEM ici. La SACEM n'est pas une initiative de l'État français. C'est une initiative privée, c'est en griffe un syndicat d'artistes. Et ce n'est pas l'État qui accompagne la SACEM, c'est une initiative purement privée avec son propre conseil d'administration qui se renouvelle chaque année, etc., etc. Donc, voilà. Donc, il y a beaucoup de choses à faire sur plusieurs aspects. En tout cas, l'aspect des droits d'auteur est un aspect essentiel. Et pour tout cela, pour moi, il faudra qu'on acte le fait que l'État ne va rien faire. Parce que l'État a d'autres priorités. C'est-à-dire, s'il fallait repartir en minage, je dirais, comment dire, donc, un État qui a encore beaucoup de mal à nourrir ses concitoyens ne peut pas forcément se dire comme ça, bon, on va faire de la culture une priorité. Il faut d'abord mettre de la nourriture dans les assiettes. Et voilà, il faut que ce milieu-là se développe, pour moi, il faut que l'impulsion vienne de personnes dans le privé. En griffe, des gens qui sont allés chercher l'argent ailleurs pour pouvoir le mettre dans la musique. Dans la musique et qui sont passionnés en fait. Et j'ouvrirais, si tu le permets, une petite parenthèse, c'est que pour moi, le problème principal dans ce milieu-là, c'est l'argent. Hein. On dit parfois les artistes ne sont pas unis, les gens, comment dire, ils se font des sales coups, etc., etc. Ils se font gruger par les promoteurs et tout. Mais c'est parce qu'il n'y a pas assez d'argent qui tourne dans le milieu que les gens sont obligés de se battre pour le peu qu'il y a dans le milieu, au fait. Ouais. Et ça, en fait, moi, c'est cette analyse-là qui m'a permis de ne plus en vouloir à des gens qui m'ont fait des coups de poignard dans le dos ou des sales coups dans ce milieu-là. Je ne peux pas leur en vouloir parce qu'à un moment, les gens se trouvent à un carrefour où leur âge avance. Il y en a qui deviennent papa, peut-être que voilà, comme moi aussi à cette période-là, et qui se rendent compte que voilà, ils ont une famille à construire, ils ont des factures à payer, l'âge avance, ils doivent se réaliser. Et ils en arrivent à un point où il faut que je me réalise au moins et à n'importe quel prix. Et certes, bon, au premier abord, on peut apporter un jugement là-dessus pour dire, mais ouais, comment est-ce qu'on peut penser comme ça et tout.
mais c'est un sentiment qui est humain. Même quand on prend deux petits poussins de la même couvée qui ont grandi ensemble et tout, qu'on les affame, par exemple, pendant 3-4 mois et qu'on jette un seul grain de riz entre eux, ils sont capables de se tuer pour ce grain de riz-là. Parce que c'est juste une question de survie. Ouais. Donc, le gros problème, c'est l'argent. À partir du moment où l'argent circulera mieux, les gens seront moins enclins à... Voilà, certes, il y aura toujours quelques personnes avides qui veulent prendre tout pour eux et ne rien laisser aux autres. Mais ce sera, à mon sens, moins violent qu'aujourd'hui, au fait. Parce que les gens commenceront petit à petit à mieux vivre dans leur musique, à ne serait-ce que commencer à subsister avec ce que leur apporte leur musique. Et voilà, quoi. Ce sera un peu moins violent que ce qu'on a aujourd'hui. D'accord. En tout cas, merci beaucoup pour les détails. Honnêtement, je pense que je suis plutôt d'accord avec toi sur un certain nombre de points. Et chers auditeurs, auditrices, je vais revenir là-dessus dans la conclusion avec plus de détails parce que c'est un sujet qui me passionne. C'est un sujet qui m'intéresse énormément. Donc, je pense que ça pourrait être intéressant peut-être de clarifier les choses à la fin, dans la conclusion. Mais on va aller vers le bon sujet. Alors, cher Eric, avec ton parcours, avec tout ce que tu viens de nous partager, moi, j'ai envie de savoir, et je pense qu'il y a beaucoup de gens derrière leur écran ou avec des écouteurs qui ont envie de savoir ce que tu aurais aimé savoir. Alors, je vais essayer de bien le libeller et on pourra aller dans le détail par après. Alors, OK. Mais d'abord, avant de le dire, je voudrais préciser quand même que certes, ce sont des choses que j'aurais aimé savoir, mais je ne regrette pas de ne pas l'avoir su. Parce que la vie en elle-même est un cheminement qui est plein d'enseignements. Et parfois, le fait qu'on ne sache pas certaines choses à l'avance et le fait de les acquérir comme connaissance par la suite, ça fait partie du cheminement. Parce que si on savait tout dès le début, ce ne serait plus un enseignement en fait. Ce ne serait plus un enseignement. Et le plus important, ce n'est pas d'arriver au sommet de la montagne, mais c'est tout le cheminement qu'on a pour arriver au sommet de la montagne. Voilà. Donc, certes, ce sont des choses que j'aurais aimé savoir, mais je ne regrette pas de ne pas les avoir su à ce moment-là. Et je ne regrette pas le cheminement que j'ai eu jusqu'à maintenant, parce que c'est ce qui fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Donc, ce que j'aurais aimé savoir, en tout cas, il y a beaucoup de choses que j'aurais aimé savoir, mais ce que j'aurais le plus aimé savoir, c'est qu'il est impératif, voire vital, de maîtriser au mieux sa bouche et ses pensées, tout en gardant les oreilles et les yeux ouverts. Alors, ça peut faire, certes, phrases un peu, libellées de manière un peu, voilà, comme ça, mais ce que je veux dire par là, c'est que il faut le plus possible maîtriser ce que l'on sort de soi, tout en prenant le plus possible d'informations et en les analysant le plus possible, en fait. En gros, c'est maîtriser au plus tout ce qui est output qui sort de nous. Donc, ce sont nos pensées, ce sont nos paroles. Et garder toujours le plus les yeux et les oreilles ouvertes. Donc, regarder le plus possible ce qui se passe autour de nous. Observer le plus possible et écouter le plus possible ce que l'on dit autour de nous. Tous les bruits que nous entendons. Alors, pourquoi est-ce que j'en arrive là? C'est parce que il y a eu des moments où on se dit, où on est face à des situations, par exemple, et on se dit, il y a telle chose que je ne pourrais jamais faire. On regarde telle personne et on se dit, mais comment est-ce que ça se fait qu'il réagisse comme ça dans telle situation? Ou il y a une chose qui nous arrive, on dit, ah, telle chose, je ne referai plus jamais, je ne ferai plus jamais telle chose. Ce que l'on oublie, c'est que derrière, il y a tout l'univers qui nous écoute et qui dit, OK, challenge accepted. Ouais, c'est ça. Je ne sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire par là. Je vois très bien ce que tu veux dire. Exactement. En fait, quand on observe tout ce qu'il y a autour de nous, il faut faire la différence entre le premier jugement, qui est le stade zéro de l'analyse, et toutes les leçons qu'on pourrait en tirer, en étant dans une démarche de compréhension. Parfois, quand on regarde les situations, on se dit, oui, ça c'est bien, ça c'est mal. Donc c'est ce que j'appelais tantôt le premier stade du jugement.
Ça c'est bien, ça c'est mal, ça c'est moins bien, ça c'est moins mal, etc., etc. Ce qu'il faut se poser comme question, c'est pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là? Et maintenant, essayer de comprendre. C'est à partir de là qu'on arrive à, c'est à partir de là qu'on arrive à tirer des leçons, que ce soit pour soi, que ce soit pour autrui ou pour les gens avec lesquels on pourrait parler demain, ou voilà, pour les situations qu'on pourrait rencontrer demain. Mais à partir du moment où on est au stade zéro de l'analyse, qu'on dit ça c'est bien, ça c'est mal, ça je ne ferai jamais ou ça je ne ferai plus jamais, l'univers vous écoute et vous dit ok, ben, challenge accepted. C'est-à-dire que sur votre cheminement derrière, vous vous ajoutez une étape supplémentaire parce que vous venez de montrer qu'il y a telle leçon que vous n'avez pas encore apprise et vous la rajoutez, vous allez le rajouter dans votre cursus au fait. Donc, ce sont des choses qui me sont arrivées. Et aujourd'hui, je ne dis par exemple plus telle chose je ne ferai jamais. Je dis voilà, que l'univers ou que Dieu éloigne ceci de mon chemin. Ou que Dieu m'en garde. Voilà, des trucs comme ça. Parce que la vie a cette fâcheuse manie de vous montrer que vous n'êtes qu'un homme ou vous n'êtes qu'un humain. Et que l'homme est faible, que l'humain est faible et voilà, qu'il n'y a que Dieu qui est fort en fait. C'est ça. J'espère. En gros, c'est ce que je veux. C'est ce que je veux résumer par là. Je vais donner un exemple tout bête qui est volontairement exagéré. Hein. Okay. Vous voyez par exemple, je sais pas, quelqu'un comme ça qui sort et qui poignarde une autre personne. Premier jugement, c'est comment, voilà, il poignarde une personne, c'est mal. Il faut jamais tuer. Il faut pas tuer, machin, c'est mal et tout. Donc, vous le jugez, c'est un meurtrier. Or, ça, par exemple, ça peut vous amener un jour comme ça à être dans une situation de légitime défense. Soit vous tuez, soit on vous tue. Qu'est-ce que vous faites? Forcément, vous protégez votre vie. Et pendant que vous protégez votre vie et que vous êtes en situation de légitime défense, quelqu'un ailleurs vous regarde et dit, mais lui, il a tué, donc c'est un meurtrier. Le regard que vous avez porté sur une personne, quelqu'un d'autre vient porter ce regard sur vous, sans analyser. Ouais. Voilà. Donc, en fait, il y a plein d'autres. Prendre du recul aussi. Exactement, exactement. C'est-à-dire que le stade zéro de l'analyse, c'est, comment dire, ce n'est juste qu'un stade, au fait. Et il ne faut jamais en rester là. Il ne faut jamais en rester là. Ce n'est juste qu'un stade. Et si on en reste là, c'est, comment dire, c'est une analyse qui est en griffe, inutile à mon sens. Ouais, ok. Il faut toujours aller au fond. Et à partir du moment où on a, comment dire, à la fin de notre analyse, on apporte un jugement, c'est qu'il y a toujours des aspects qu'on n'a pas compris. À la fin, ce n'est pas le jugement qui compte, c'est la compréhension. D'accord. En tout cas, on est rentré dans la grande sphère de la discussion dans ce podcast. Je pense que c'est vraiment la première fois qu'on va autant au fond de ce qu'on aurait aimé savoir, tu vois. Et je vais revenir sur ça dans la conclusion, mais j'espère que les auditeurs ont pu quand même tirer leur épingle du jeu. Et je pense que ça rejoint un peu, en fait, l'épisode, je pense, 23 avec Edem, avec un autre Edem, où on parlait du jugement de l'autre, etc. Et je pense que c'est quelque chose qu'on fait, on se lance là-dedans, et puis, en fait, sans recul, sans réflexion, alors qu'en fait, comme tu le dis, nos paroles ont quand même une portée. Oui, exactement. Et pas juste nos paroles, parce que nos paroles ne sont qu'une partie de l'illustration de nos pensées. Même nos pensées ont un effet. Ouais. Vous pouvez juste là, comme ça, dans votre pensée, dire mais cette personne, telle, non mais telle chose, même quand ça ne sort pas de votre bouche, ça a un impact quelque part. Ok, d'accord. Ça a un impact quelque part. En tout cas, merci beaucoup pour... Oui, et il y a un aspect aussi du fait de maîtriser ce qu'on dit, c'est qu'on ne sait jamais qui on a autour de soi. Oui. C'est important du coup de savoir... De savoir maîtriser sa bouche. C'est ça, de savoir maîtriser sa bouche. Exactement. On ne sait jamais qui on a autour de soi. Et ce n'est pas, parfois, ce n'est pas juste que les gens sont bons ou sont mauvais. Voilà, c'est un peu comme je disais tantôt. C'est
comment dire, ce n'est pas juste manichéen en fait. C'est telle est une bonne personne, telle est une mauvaise personne. Non. Les gens ne sont que le produit de beaucoup de choses. Voilà. Parfois, les gens ne sont pas dans un état où ils vous aiment ou ils ne vous aiment pas au moment où vous, comment dire, au moment où vous les rencontrez. Mais les gens changent, au fait. En fonction des situations, les gens changent. Et même un ami de longue date peut du jour au lendemain changer. Ce n'est pas forcément de votre faute, ce n'est pas forcément de sa faute. C'est juste la vie qui est comme ça. Mais il faut savoir se protéger. Et dans les manières de se protéger, il y a le fait de maîtriser sa bouche. Ouais, ça me rappelle un sujet que tu avais lancé sur Twitter, mais on va pas y aller là-dessus, mais voilà, ça me rappelle un petit sujet là-dessus. Et justement, en fait, je me souviens tout à l'heure, lorsqu'on s'en parlait, tu me disais en fait que tu étais père à un moment donné. Et du coup, je suppose que tu es avec ton enfant là actuellement. Actuellement, non, ma fille est à Lomé, elle vit avec sa mère. D'accord, ok. Est-ce que je veux savoir en fait comment tu gères le fait de... En fait, alors, je vais reposer le débat d'une autre manière. Souvent, il y a une question qu'on pose aux femmes qui ont déjà un enfant, c'est comment vous faites pour vous remettre en couple? Est-ce que vous rencontrez des difficultés, etc. Est-ce que c'est quelque chose que toi aussi tu vis ou pas du tout? Alors, bon, ce que je vais dire n'engage que moi et ça ne fait pas office de leçon ou ou de règles universelles. D'ailleurs, il y a très peu de règles universelles parce que chaque situation est complexe, chaque situation est particulière et voilà, tout ce que je dis n'engage que moi et n'engage que ma situation personnelle. Alors, j'ai eu une rupture avec la mère de ma fille qui était assez douloureuse, pas juste pour moi, mais au niveau de la famille aussi. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Et il a fallu prendre du temps pour se remettre sur pied. D'autant plus que moi, comment dire, cette rupture-là venait en griffe conclure des années où j'ai vécu beaucoup de choses qui m'ont beaucoup bouleversé. C'est-à-dire, à un moment, il y a eu, j'ai mon père qui était tombé malade, donc il avait fait un AVC. Ensuite, ma mère a fait un AVC aussi. Donc ce sont des choses qui sont suivies à 1 an et demi d'écart. Donc ensuite, mon père est décédé. Ensuite, il y a eu une période où notre mère, quasiment chaque année, elle allait en réanimation, des trucs comme ça. Et c'est dans ces moments-là, tout en le combinant avec la vie dans un pays où on a très peu de familles, où il faut jumeler ça avec le boulot parfois dans des conditions plus ou moins complexes. C'est aussi un écosystème qui est différent de notre milieu culturel dans lequel on est né. Donc, il faut s'adapter tout le temps. Et, c'est quelque chose qui est venu dans une période où, en tout cas, bon, quand je peux dire j'enchaînais, mais dans ma famille, on enchaînait beaucoup d'événements qui n'allaient pas forcément dans le bon sens. Donc, ça a été un peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase à cette période-là. Et ma priorité en cette période, ce n'était pas forcément de me remettre en couple. Ma priorité n'était pas forcément de me remettre en couple. Parce que, on ne se sort pas de blessures de ce genre-là pour se remettre directement dans une autre aventure. Parce que ce serait aussi imposer à cette personne avec qui vous vous engagez par la suite un lourd fardeau, en fait. Ouais. Donc, il faut d'abord penser ses blessures. Il faut d'abord penser ses blessures. Il faut penser ses blessures, il faut se reconstruire. Et il y a une chose qui, moi, m'est particulière. Encore une fois, ce n'est pas une leçon universelle, mais pour moi, il ne faut pas faire du fait de se mettre en couple une priorité ou une obligation. Certes, c'est mieux quand on est en couple, mais il ne faut pas en faire une priorité. Le mieux, c'est de se réaliser. Si on peut se réaliser en couple, c'est tant mieux. Mais sinon, ce n'est pas de ça qu'il faut faire une priorité. La priorité, c'est de se réaliser, c'est d'être en accord avec soi-même.
Et ce qui se passe le plus souvent, c'est qu'à partir du moment où vous vous réalisez, vous êtes en accord avec vous-même, vous attirez les personnes qui vous sont compatibles, en fait. Oui, c'est ça, la force de la pensée aussi. C'est ça, exactement. C'est à un moment, quand vous vous reconstruisez, quand vous vous levez, et que vous arrivez d'abord à vivre avec vous-même, c'est là où vous arrivez à attirer des gens qui pourraient vivre aussi avec vous. Ouais. C'est ça. Parce que déjà, si vous ne vous supportez pas vous-même, je ne sais pas s'il y a une autre personne qui pourra vous supporter. Voilà. C'est un peu comme quand tu te regardes dans le miroir. Exactement. En gros, repose-toi la question. Est-ce que je peux sortir avec moi-même? Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc, il faut déjà se remettre sur pied. Il faut guérir. Il y a certaines périodes où, voilà, si vous vous sentez vouloir être en couple ou vous remettre maintenant à cette période-là avec quelqu'un, vous vous posez la question de savoir ce que vous recherchez. Si vous arrivez à définir ce que vous recherchez, vous pouvez vous poser la question maintenant, ce genre de personne que je recherche, quel est le genre de personne qu'il pourrait rechercher? C'est ce genre de personne que vous essayez plus ou moins de devenir. Et c'est vers ce genre de personne que vous essayez de tendre, en fait. Mais toujours en le faisant naturellement, pas en se forçant. C'est ça. Parce qu'il faut trouver des gens. En fait. C'est ça, exactement. C'est ça. Et plus vous vous améliorez, plus vous vous sentez bien avec vous-même. C'est ça. Et c'est à ces moments-là que, sans forcer, sans en faire une priorité, vous attirez les personnes qui vous sont compatibles. En tout cas, ça a été moi, mon cheminement. Ça a été moi, mon cheminement. Et voilà, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'arrive à atteindre un certain équilibre, même si je suis toujours en amélioration continue. Hein, et j'essaie toujours de m'améliorer, d'être toujours une meilleure personne. Mais voilà, c'est ce qui a fait que je me suis relevé. Et voilà, à un moment, je me suis concentré sur moi. Je me suis fait du bien. J'ai pensé mes blessures. Parfois, il y a aussi, quand vous sortez de ce genre de choses, dépendant de la manière dont s'est passée votre rupture. Bon, moi, dans mon cas, je sortais d'une période où je m'étais trop mis de côté personnellement pour me consacrer aux autres, que ce soit à ma famille, c'est-à-dire la mère de ma fille et ma fille, que ce soit de ce côté-là ou du côté de ma famille, c'est-à-dire la famille élargie, mes sœurs, nos parents, etc. Donc, je sentais que je m'étais un peu trop mis de côté. Et il y a une période où je me suis vraiment consacré à moi. Et parfois, ça nécessite aussi de se laisser aller. Et il ne faut pas parfois avoir peur de se dire, bon, je me donne tel temps pour me laisser aller. Et après, maintenant, quand j'ai bien pensé mes blessures, je me recentre et je recommence d'un bon pied, au fait. Parfois, on en a besoin. C'est comme, par exemple, quand on a un abcès, il y a un moment où il faut crever l'abcès. Ouais. Il faut crever l'abcès, il faut que le pus coule. Et c'est quand il a bien coulé qu'on pense la blessure et voilà. D'accord. C'est ça. Moi, je pense que mine de rien, même si ce n'est pas des règles universelles, comme tu dis, en tout cas, tes propos me semblent assez corrects. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent aujourd'hui qui sont parfois dans ce genre de situation, qui connaissent des amis dans ce genre de situation. Et c'est une question qui revient souvent, cette difficulté de se remettre en selle et tout, alors que comme tu dis très bien, il y a un gros travail personnel à faire. Ah oui. Alors qu'on fait un focus, en fait, malheureusement, sur le fait de se remettre en... Non, du tout. Au fait, ce qu'il faut intégrer, c'est que si vous avez des vides en vous-même, il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit d'autres personnes qui viennent combler ces vides-là. Le souci, c'est que même si vous trouvez ces personnes qui arrivent à combler ces vides-là, cela crée une dépendance. Ça veut dire que vous ne pouvez pas vivre sans l'autre. Et pour moi, en tout cas, dans ma conception de l'amour, ce n'est pas ça. Ma conception de l'amour, ce n'est pas avoir des gens qui arrivent à combler les vides dans vos vies. Non. C'est être dans une plénitude soi-même, trouver des gens qui sont dans une plénitude aussi et d'essayer de construire des choses ensemble. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est dans une série, je pense que ça doit être Empire, où on disait, be a king, choose a queen and build an empire, ou quelque chose de ce genre-là, en fait.
Ouais. Donc, soyez déjà un roi, c'est-à-dire il faut se réaliser. Cherchez une reine, une personne qui sait déjà réaliser, et maintenant, essayez de construire un empire. Vous n'allez pas passer votre temps à construire, à combler les vides dans vos vies, non. Non, pas forcément. Sinon, ça crée des dépendances et ça crée parfois des mécanismes d'autodestruction. Il ne faut pas oublier qu'une personne qui sait que vous êtes dépendant d'elle, Ah oui. sait qu'elle a un pouvoir sur vous. C'est ça, elle en profite à fond. Exactement. Et pour ceux qui sont un peu dans le monde de l'informatique, il y a un concept en architecture informatique qu'on appelle la haute disponibilité. C'est-à-dire quand vous déployez un service sur un seul serveur, si ce serveur là tombe, ça voudrait dire que votre service est out au fait. Mhm. Et la haute disponibilité consiste à dire qu'on va déployer le service en distribué sur plusieurs machines. Si une machine tombe, les autres peuvent prendre le relais. Et c'est comme ça que moi je conçois la vie à deux. C'est que déjà, une seule machine peut supporter le service. Mais maintenant, on met deux machines pour faire en sorte que si l'un tombe, l'autre puisse supporter le temps que l'autre se relève et voilà. Et en période de forte charge, qu'on puisse répartir la charge entre les deux serveurs. Donc c'est un peu ça en fait, c'est un peu ça, c'est comme ça que moi je considère la vie à deux. La vie à deux. Chacun se réalise et maintenant vous vous mettez ensemble pour construire quelque chose de plus grand que vos personnes en griffe personnelle au fait. Oui, c'est ça. Quelque chose de plus grand que vous. C'est ça. C'est comme ça que je le comprends. Ceux qui nous écoutent, ou plutôt celles qui nous écoutent, oui, c'est pour chicaner un peu, mais il va falloir que vous épousiez des informaticiens, parce que comme vous le voyez, c'est assez utile. Ça aide aussi au raisonnement. Si c'est pour toutes les similitudes ou toutes les analogies qu'on pourrait faire entre le monde de l'informatique et la vie en elle-même, il y en a tellement. D'ailleurs, j'ai des amis avec qui on en discute assez souvent. Et on se rend compte que tous ceux qui font de l'architecture informatique poussée, de base, ce sont des gens qui sont en griffe des philosophes. C'est des gens qui tirent des leçons de la vie et qui l'appliquent à l'architecture informatique. Et ça marche. C'est plus ça, en fait. D'accord. En tout cas, les dames, les demoiselles, j'espère que vous avez écouté. Moi, je n'ai rien à dire par rapport à ça. Mais si vous voulez faire votre choix, choisissez des informaticiens. Alors, tu m'excuseras peut-être, il y a un truc que j'aimerais rajouter qui est assez important. Oui. Dans le processus, il y a une étape essentielle, c'est de s'asseoir et d'essayer de voir aussi où se situe sa part de responsabilité dans ce qui s'est passé. Ça, c'est la grande question. En gros, c'est se poser la question, où est-ce que j'ai merdé? C'est-à-dire, il n'y a jamais des situations plus ou moins mauvaises qui se passent sans qu'il n'y ait au moins des choses qu'on aurait pu mieux faire. Ce n'est pas pour se jeter la pierre, hein. On ne s'assoit pas pour se dire, voilà, qu'est-ce que j'ai mal fait et comment est-ce que je me tape dessus? Non, ce n'est pas ça le but. Le but, c'est de faire un genre de post-mortem pour se dire, qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire et comment je fais pour que ce genre de choses ne m'arrive plus jamais. En fait, une forme d'introspection. C'est plutôt cela, en fait. Et beaucoup de gens ne font pas cette démarche-là. Exactement. Et même quand on écoute les gens raconter les histoires de leur rupture ou voilà. Alors, je vais peut-être un peu taquiner quand je vais dire c'est surtout avec les femmes qu'on remarque ça. C'est, comment dire, dans l'histoire qu'on raconte, on a toujours raison. C'est toujours soit qui a été trompé ou soit qui a été qui a été traîné dans tous les sens ou voilà, c'est toujours oui, peut-être qu'on vous a fait du mal, mais il y a toujours des choses sur lesquelles vous auriez pu agir qui auraient pu changer la situation. C'est-à-dire, même quand on vous trompe, il y a toujours ce qu'on peut se dire dans le sens où on aurait pu choisir quelqu'un de mieux. Et maintenant, ça emmène la question de comment je fais pour tomber sur des gens qui ne sont pas de ce type-là. Je ne sais pas si tu vois un peu la démarche, au fait. Oui, je vois. Donc, ce n'est pas pour se jeter la pierre, par exemple, si on vous a trompé. Ce n'est pas pour se dire, non, c'est de ma faute, si on m'a trompé. Non, la démarche n'est pas celle-là. Ce qu'il faut se dire, c'est, même si c'est vous qu'on a trompé, même si c'est à vous qu'on a fait du mal, c'est
qu'est-ce que j'aurais pu faire pour changer la situation? Qu'est-ce que j'aurais pu... Il y a toujours des leviers. Et ce pourquoi il faut passer à cette étape-là, c'est que tout ce qui nous arrive de l'extérieur dans la vie, on n'a pas forcément la main dessus. Mais ce sur quoi on a la main, c'est nos leviers à nous, c'est nos choix, c'est nos actions, c'est nos paroles, c'est nos pensées. Ce sont nos leviers. C'est-à-dire, par exemple, quand vous jouez à un jeu sur une PS4, vous ne contrôlez pas la manière dont l'ordinateur va jouer ou de la manière dont les trucs vont vous tomber dessus dans l'aventure que vous jouez. Ce que vous contrôlez, c'est votre manette. Et dans la vie, notre manette, c'est nos paroles, nos pensées, nos actions, etc. Donc, qu'est-ce que j'aurais pu changer, moi, avec ma manette? Qu'est-ce que j'ai mal fait ou qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire? Et c'est seulement dans cette démarche-là qu'on arrive à améliorer notre manière de faire les choses et qu'on arrive à, comment dire, à s'améliorer soi-même aussi, au fait. Bah, tu sais, ce que tu es en train de dire, ça me rappelle un petit sujet. J'avais prévu un sujet dont on pourrait parler, mais peut-être qu'on ne va plus en parler. Mais ce sujet m'intéresse bien parce qu'en fait, ça me rappelle un truc. Tu vois, ces personnes qui disent tout le temps les femmes ne sont pas sérieuses ou les hommes ne sont pas sérieux. Où les femmes sont infidèles, où les femmes sont matérialistes, voilà, où les hommes sont infidèles et tout, et qui bizarrement ne tombent que sur des personnes qui sont exactement comme elles-mêmes, elles le décrivent. Finalement, alors, je ne sais pas trop si ça peut s'inscrire dans ce que tu... En fait, je vais remettre ce que tu viens de dire dans le contexte de ce que j'avais dit au début, dans le fait de maîtriser ses pensées, sa bouche, et surtout ses jugements. Ok, dans ce que tu à partir du moment où vous dites toutes les femmes sont infidèles, les femmes ne sont pas sérieuses, l'univers va vous emmener dans une situation où ce sera vous l'infidèle, ce sera vous la personne qui n'est pas sérieuse. Ce n'est pas tant que vous allez changer, hein. Ce n'est pas tant que vous allez changer, c'est juste que vous serez dans une situation où ce sera ça votre seule issue. Ce sera ça votre seule issue. Je comprends. C'est-à-dire, on va vous emmener dans une histoire où ce sera vous. C'est-à-dire, à partir du moment où on raconte l'histoire de la manière la plus superficielle possible, ce sera vous le méchant. Et ce qui va vous emmener à être une contradiction de ce que vous disiez dans le passé. Okay. Donc, c'est ça. Le but n'est pas de dire les femmes sont infidèles, les femmes sont matérialistes, etc. Il faut se poser la question, pourquoi est-ce que les femmes sont infidèles? Pourquoi est-ce que les femmes sont matérialistes? Je redonne un autre exemple pour mieux comprendre. La plupart des gens qui voient des prostituées dans la rue et tout, leur premier jugement, c'est de dire c'est une prostituée, en griffe, elle est sale, elle couche avec beaucoup d'hommes, etc., etc. Il suffit parfois juste de s'asseoir. Alors, il y a des gens qui font ça, hein, c'est-à-dire, ils vont payer une prostituée pendant un certain temps et au lieu de, comment dire, de faire l'acte avec elle, ils les font asseoir et ils disent « Parle-moi de toi. Oui. Quelle est ton histoire ?» C'est vrai. Il y en a qui le font, j'avais même vu ça dans un film, j'ai trouvé ça assez oui, c'est ça. Il y a même, voilà, il y a même des séries Netflix là-dessus. Essayez de voir l'histoire derrière les personnes. Vous vous rendrez compte que c'est là où à la fin, vous posez la question, si moi j'étais passé par ce parcours-là, est-ce que j'aurais fait mieux? C'est à partir de ce moment que vous commencez à faire de chaque situation une occasion de vous faire évoluer et de vous faire devenir une meilleure personne. Et surtout vous relativisez énormément. Exactement. Personne n'est totalement mauvais, personne n'est totalement bon. Personne. Ouais. Il suffit juste de la bonne situation et, comment dire, des bons stimuli. Vous devenez tout de suite n'importe qui. Vous devenez tout de suite n'importe qui. D'ailleurs, je ne te coupe pas. Oui. Vu qu'il nous reste juste un peu de temps, tu as dit tout à l'heure, personne n'est totalement blanc, personne n'est totalement noir, etc. Oui. Et justement, tu vas en profiter pour faire la conclusion, bien évidemment, si tu veux bien. C'est-à-dire qu'en fait, on accuse certaines personnes, donc, qui sont nos amis, nos frères, nos sœurs, etc.,
de ne pas assez s'occuper de leurs parents financièrement. Oui. Tu vois? Oui. Et donc, sans connaître l'histoire derrière, bien évidemment. Oui. Tu vois? Et puis, on leur dit automatiquement, ils sont mauvais, ils ne s'occupent pas de leurs parents, ils n'auront pas assez d'argent. Voilà. Oui. Nous vivons en Occident, nous savons ce que c'est, cette histoire-là. Exactement. Et donc, je ne sais pas trop ce que tu en penses. Est-ce que tu penses que lorsqu'on est jeune, lorsqu'on arrive à un niveau donné professionnellement, etc., est-ce qu'il faut prendre en charge les enfants, les parents plutôt, financièrement jusqu'au bout? Est-ce qu'il faut les aider d'une autre manière? Comment toi tu vois en fait ça? Et quand on dit les parents, ça peut être nos parents directs comme dans le cas africain, nos oncles, nos tantes, etc. Alors, ce que je dirais encore une fois, c'est qu'il n'y a pas de règle universelle. Tout dépend des situations. Mais si vous avez les moyens de prendre soin de vos parents ou de leur donner une part de bonheur supplémentaire avant qu'ils ne vous quittent, il faut le faire. Je le dis d'autant plus que moi, à partir du moment où j'ai commencé à le plus me stabiliser, mes parents n'étaient plus dans un état où je pouvais vraiment leur donner la part de bonheur que je voudrais leur donner. Par exemple, moi, j'ai été diplômé en 2015, j'ai commencé à travailler fin 2015 et début 2016, mon père est décédé. C'est-à-dire qu'il n'a même pas vu mon diplôme. Et par exemple, c'est mon dernier jour de stage de fin d'études, mon dernier jour que ma mère a fait son AVC. Ce sont des choses comme ça, en fait. Moi, ça fait partie de mes plus gros regrets, c'est que tout ce que j'aurais voulu donner à mes parents à partir du moment où j'ai commencé à me réaliser, je ne suis pas en capacité de leur donner comme je le voudrais. Donc, si on a l'occasion de le faire, il faut le faire. Mais maintenant, les situations sont différentes. Il y a certains qui ont eu des relations compliquées avec leurs parents. Il y a certains qui, avec leurs parents, étaient dans des relations d'autodestruction ou de destruction mutuelle. Il y a certains qui, alors je ne vais pas dire qu'ils n'ont pas été de bons parents ou tout ça, mais qui ont eu des relations délicates avec leurs enfants. Et il y a certains aussi qui s'éloignent de leur famille dans le but de se protéger. Ouais. Pour des raisons ou pour d'autres. Et encore plus courant, il y a certains qui ne se sont pas encore réalisés, qui se cherchent toujours. Et on sait tous qu'un verre vide ne peut pas remplir un autre verre. Il faut d'abord remplir son verre. Donc, les situations sont différentes. Mais quand on le peut, en tout cas, si moi, j'aurais voulu donner une part de bonheur supplémentaire à mes parents et je n'en ai plus l'occasion aujourd'hui. C'est quelque chose que je regrette beaucoup. Et quand je discute avec mes amis, en tout cas, c'est une bénédiction si vous arrivez à donner du bonheur à vos parents. Chaque parole positive qui sort de la bouche de vos parents vis-à-vis de vous est une extrême bénédiction. Si on peut le faire, il faut le faire. D'accord. En tout cas, merci beaucoup, Eric, pour ces conseils, pour tout ce que tu as dit dans ce podcast. Et en 2 minutes, là, on est à la fin. Ça me fait plaisir vraiment de terminer ce podcast sur une bonne note. Donc, si tu as d'autres choses à dire en 1 minute pour la fin de ce podcast, et puis on dira bye bye. Et on va donner rendez-vous sûrement à nos auditeurs, à nos auditrices dans la conclusion dans quelques secondes. Mais déjà, j'aimerais te remercier parce que c'est une excellente initiative que tu as prise. C'est une excellente initiative, ce podcast. On se rend compte en écoutant ce podcast qu'on n'est pas seul à vivre certaines situations, en fait. Parfois, quand les choses vous arrivent, vous croyez que vous êtes le seul à vivre ces situations-là. Je me rends compte que beaucoup sont dans la même situation. Pas forcément les mêmes identiquement, mais qu'on vit des choses qui sont plus ou moins similaires. C'est toujours bien d'avoir le retour d'expérience d'autres personnes. Donc, je voudrais d'abord te remercier pour cette initiative. Et ce que j'aimerais peut-être dire pour conclure, c'est qu'il ne faut jamais lâcher. Il ne faut jamais lâcher. Il faut toujours chercher à faire mieux, toujours chercher à s'améliorer, à améliorer ce qu'on peut améliorer autour de soi, à donner du bonheur supplémentaire aux autres. En tout cas, ça nous revient toujours. Et surtout, gardez les yeux ouverts, gardez les oreilles ouvertes et toujours prendre avec une certaine attention tout ce qui nous arrive comme signaux externes, en fait. Parce qu'on ne sait jamais qui on a autour de soi. Et même si
dans l'absolu, il faudrait toujours essayer de comprendre chaque situation, même quand on a des choses qui nous paraissent totalement noires en face. Essayer de les comprendre, même s'il faut toujours essayer de les comprendre, il faut aussi se protéger. Ce n'est pas parce que vous avez autour de vous, par exemple, quelqu'un qui, qui menace votre vie, qu'il faut forcément aller dire, mais il faut comprendre pourquoi il menace ma vie, etc. Non. Il faut d'abord vous protéger avant d'aller dans la démarche de compréhension. Je ne sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. Oui. Il faut toujours essayer de comprendre ce qui est autour de soi pour essayer de s'améliorer. Mais il faut aussi être dans une démarche de se protéger. Et ce qui est bien dans tout ça, c'est que plus vous comprendrez la manière dont les autres fonctionnent, plus vous maîtriserez qui vous avez autour de vous et ce qui les amène à être comme ils sont, et mieux vous pourrez vous protéger, mieux vous pourrez vous faire évoluer vous-même. Voilà. D'accord. En tout cas, merci beaucoup, Eric. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés. On se donne rendez-vous dans dans quelques secondes pour la conclusion. Merci, Eric. On se dit à tantôt. C'est moi qui te remercie. Bye. Salut, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as aimé ce partage avec Eric. En tout cas, moi j'ai vraiment apprécié, j'ai beaucoup appris d'ailleurs avec Eric concernant justement la maîtrise des pensées, des paroles. Je vais en fait te dire quelque chose de très simple. La bouche qui n'arrête pas de parler et les lèvres qui n'arrêtent pas de bouger exposent dangereusement la joue. Ce proverbe Yoruba en fait est profond. C'est-à-dire qu'en fait, de mon point de vue, il est très important de retourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant de sortir des paroles. Parce que les paroles qu'on envoie à l'univers ont un impact en fait sur notre propre vie. Au fond, parfois c'est nous-mêmes qui créons certains événements dans nos vies. Donc il est important de maîtriser tout ça, mais surtout maîtriser nos pensées. Parce que c'est de nos pensées que découlent les paroles finalement en fait. Donc les deux sont tellement liés qu'il faut faire attention à cela. Mais je suis d'accord avec Eric, surtout lorsqu'il dit qu'il est important quand même de garder ses yeux, ses oreilles ouverts. C'est-à-dire qu'en fait, il faut être vraiment concentré, comme on dit sur Twitter. C'est très important d'entendre un peu tout ce qui se dit, etc. Mais on n'est pas obligé de parler à toutes les occasions non plus. Il y a des moments où il faut se taire. Et il y a des moments où il faut parler. Il y a des moments où il faut faire des prophéties sur sa propre vie. Et il y a des moments où il faut faire attention à ce qu'on doit dire sur sa propre vie, sur la vie des autres. Parce qu'on crée justement des événements, des étapes dans sa vie, dans la vie des autres, etc. Mais surtout dans sa propre vie. Parce que là, on parle de toi qui m'écoutes, de ce que tu peux faire de tes paroles et de tes pensées. Donc, Eric a pu aborder en long et en large. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais je trouve vraiment que c'est extrêmement bien dit. Il est important aussi de faire du bien, parce que lorsqu'on le fait, on le fait plus pour soi que pour l'autre. On en a un peu parlé brièvement, mais je voudrais quand même revenir là-dessus rapidement. On a aussi parlé de l'introspection. Il est important de se remettre en cause dans la vie. Je sais qu'on n'a pas souvent cette habitude-là, nous les humains, lorsqu'on fait la narration d'une histoire, on pose le problème comme si c'est toujours l'autre qui a tort et c'est nous qui avions raison en fait. Généralement, c'est ce qu'on fait. C'est une sorte d'autodéfense en quelque sorte en fait finalement. On se construit une histoire. Donc, il est important de pouvoir se regarder dans le miroir et de se remettre en cause parce que on vit parfois un certain nombre de choses et puis on se dit on n'a plus envie de retomber dans les mêmes erreurs. Mais j'ai envie de te dire en fait quelque chose, c'est toujours un proverbe Yoruba qui dit celui qui ne veut pas se faire piquer par des épines doit les observer de loin. Donc il est important justement dans cette introspection de se poser à un moment donné et de se dire ah, il faut que je fasse attention. Il faut que j'évite les épines maintenant, en fait, tout simplement. Et donc, c'est un travail personnel qui doit se faire de ton côté, dans ta propre vie. Et tu vois, tout ça, c'est aussi lié à tes pensées. C'est-à-dire que lorsque tu fais cette introspection, à un moment donné, tu retravailles un peu sur tes pensées, ce que tu dois mettre en avant, ce qui doit être positif pour toi. Et donc, avoir des pensées positives, des paroles positives, c'est extrêmement important finalement. Donc,
on en a un peu parlé, mais j'espère vraiment que tu as beaucoup appris. On a aussi parlé euh, des réalités des pères célibataires, des mères célibataires, ou tout simplement des personnes qui veulent se remettre en couple. Euh, il est important de guérir avant de se remettre en couple. C'est primordial, c'est important. Il est important de se réaliser d'abord et ainsi on arrive à attirer vers soi des personnes qui répondent à ce qu'on recherche. C'est-à-dire que tu passes tellement du temps avec toi-même, tu apprécies ta propre compagnie que lorsque l'autre n'est pas là, tu arrives quand même à t'en sortir. Tu arrives quand même à te dire, je peux m'occuper à autre chose en attendant. Tu ne dépends pas de l'autre. Et donc, on va faire le parallèle avec la dépendance affective. On en a un peu parlé également avec Eric. Donc, il est important de faire attention à l'attente qu'on a de l'autre pour combler les vides. C'est primordial, c'est important, c'est vital. Il ne faut pas lésiner sur ça. On a viré vers un autre sujet carrément parce qu'on parlait des parents de Eric, etc. Et il disait qu'il aurait quand même aimé faire plus pour ses parents. Et ça m'a fait penser justement à la taxe noire, à la black tax. C'est-à-dire qu'en fait, la question qu'on se pose et la question que j'ai envie de te poser, que j'ai envie que tu te poses, c'est: faut-il s'occuper de ses parents dès qu'on est stable financièrement? Faut-il s'occuper perpétuellement de ses parents, permanemment de ses parents? La black tax, c'est quoi? La taxe noire, c'est quoi? C'est ce supplément financier qui est utilisé pour soutenir sa famille. C'est-à-dire que lorsque vous êtes l'aîné de votre famille, et c'est souvent dans la communauté noire, et c'est pas seulement en Afrique, lorsque vous êtes l'aîné de votre famille, ou vous êtes cet enfant qui a mieux réussi dans votre famille, vous devenez le parapluie de toute la famille. Vous devez aider vos frères, vos soeurs, vos tantes, vos oncles, vos nièces, vos neveux, vos cousins, vos cousines, et ainsi de suite. Il y a justement Sheila Allen qui avait partagé un tweet là-dessus en 2018. Moi, c'est en ce moment que j'avais entendu parler de la Black Tax. Elle est fondatrice et PDG des entreprises technologiques Capway et Focal. Et en fait, elle exprimait le stress de la taxe noire. Elle disait qu'en fait, qu'elle a l'impression que c'était un peu comme un éléphant dans une pièce dont personne ne voulait parler. Parce qu'on sait que ça existe en fait. On sait que c'est un problème pour beaucoup d'Africains, pour beaucoup de personnes dans la communauté noire. Je pense qu'en fait qu'il est important d'avoir cette solidarité dans la communauté noire. Je ne critique pas la Black Tax. Je pense que c'est important parce que ça permet quand même d'aider des frères et des sœurs à s'en sortir. Mais il est important d'apprendre à l'autre à pêcher au lieu de tout le temps lui donner du poisson. Parce qu'à un moment donné, en fait, ça ne va jamais suffire. Donc, je pense qu'il faut repenser la taxe noire, un peu comme Eric l'a dit, c'est-à-dire aider un tant soit peu les familles, etc. Mais que ça ne devienne pas comme un poids, comme une sorte d'obligation. Et comme je l'ai dit, j'en ai parlé avec Raphaël Diamessi à l'épisode 6 de l'émission podcast Ce que j'aurais aimé savoir, que tu peux retrouver justement en scrollant. Donc, très facile à retrouver. Tu peux le retrouver aussi sur Google en fait. Il suffit de taper dans la barre de recherche Raphaël Diamessi et Dengue Toglo, émission Ce que j'aurais aimé savoir, épisode 6. Et tu pourras écouter en long et en large en fait l'expérience de Raphaël Diamessi. Dans la communauté noire en fait, pour ceux qui ne le savent pas, on apprend à l'enfant dès son plus jeune âge qu'une partie en fait du succès de sa famille repose entre ses mains. C'est toujours comme ça. C'est-à-dire, c'est pour cette raison en fait qu'on a certains caractères qui sont inculqués et des mots en fait tels que souviens-toi d'où tu viens, de l'enfant qui tu es. C'est répété en fait constamment en fait aux enfants. Donc au fond, on a comme l'impression que c'est une sorte d'attente en fait. Au fond, on n'a pas le choix. C'est un peu comme si on était liés. Et je pense qu'il est important que tu travailles là-dessus. Et moi, je vais finir avec ceci rapidement. Pour les parents qui imposent la black tax en fait à leurs enfants, je suis conscient que c'est devenu culturel en fait dans la communauté noire, etc. Mais je me dis, si tu as 3 enfants, il faut que tu te dises avant d'avoir ces 3 enfants que je suis capable de m'en occuper. Si tu n'es capable que de t'occuper que de 2 enfants, alors aie 2 enfants. Si tu peux gérer 3 enfants, alors il faut avoir tes 3 enfants. Si tu ne peux pas gérer tes 3 enfants, tu peux avoir un seul enfant, c'est pas grave. Donc il est
il est important en fait de se poser au lieu de se dire je vais avoir 4 enfants et puis le premier va s'occuper des 3 autres. Non. À quel moment il aura une vie en fait ton premier enfant ou ta première fille? À quel moment elle aura une vie? À quel moment elle pourra se construire une vie? D'ailleurs, on en a parlé dans une série, je pense, j'oublie encore le nom de la série, qui parle de l'argent. Smart Woman, je pense. Voilà, si je ne me trompe pas. Et on a vu justement une des femmes qui vivait un peu cela avec, je pense, son neveu, qui finançait les études de son neveu et qui finalement, en fait, ça devient un poids. Et à un moment donné, elle a dit stop. Donc, c'est important de travailler là-dessus. Et je vais dire aux parents qui imposent la black tax aux enfants, n'entrez pas dans la rivière pour après vous plaindre qu'elle est trop froide ou trop chaude. Non. Vous avez vu la rivière. Vous savez que c'est une rivière. Vous plongez là-dedans et après vous dites non, c'est à une autre personne de gérer le reste. Non, ça n'a pas de bon sens. Donc, il est important pour moi de travailler là-dessus. Et enfin, on a parlé de la musique togolaise et je pense qu'il est important de parler de la digitalisation de la musique togolaise. On voit très bien en fait ce que Centrinos fait. Centrinos aujourd'hui, je ne sais pas trop, mais je me dis même s'il ne fait pas de spectacle au Togo, de spectacle public et tu as au palais des congrès et tout, il peut toujours en fait maximiser sur le digital, sur YouTube et tout, etc. et pouvoir s'en sortir, faire des concerts à l'extérieur du Togo et s'en sortir très bien financièrement. Il est important que nos autorités soutiennent vraiment les artistes. Il est important qu'il y ait des fonds qui soient disponibles. Mais je suis d'accord avec Eric lorsqu'il dit qu'en fait que ce n'est pas évident du tout parce que ce n'est pas une priorité actuellement et qu'il faut en fait attendre un tout petit peu pour que tout soit vraiment possible dans le meilleur des cas. Je pense que je vais m'arrêter là. J'ai fait un peu le tour de tous les sujets qu'on a eu à aborder avec Eric. J'espère vivement que tu as aimé ce partage. Et il est important que tu notes quelque chose de très important. La vie a un début et une fin. L'important, c'est ce que tu en fais. Alors fais-en quelque chose d'utile et d'agréable. C'est Eden Gotoglo et c'est l'émission Ce que j'aurais aimé savoir. À tantôt.